Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Olivier Rabian, je suis conseiller en gestion de patrimoine basé à Paris et j'accompagne un certain nombre de clients qui s'expatrient dans différents pays, principalement au Portugal, en Israël, un petit peu en Italie également. Moi, j'interviens vraiment sur la structuration du patrimoine et sur l'établissement d'allocations d'actifs pour des placements financiers. Donc je travaille en collaboration avec des avocats fiscalistes. Quand on s'expatrie, il y a plusieurs interlocuteurs à voir, l'avocat fiscaliste et le conseiller en gestion de patrimoine. Donc l'idée du webinaire d'aujourd'hui, c'est de comprendre les enjeux patrimoniaux spécifiques lorsqu'on s'expatrie, d'identifier les placements les plus adaptés pour les expatriés, hein. C'est la même chose de manière générale, quel que soit le pays dans lequel on s'expatrie, d'essayer de construire une stratégie pour faire croître son patrimoine, pour générer des revenus complémentaires et surtout d'éviter les erreurs fréquentes et les pièges liés à l'expatriation. Alors, un tout petit mot sur le Portugal, puisqu'on est quand même le réseau expert Portugal. Le Portugal, c'est un pays qui attire les expatriés, notamment en raison d'un régime de faveur spécifique qui s'appelait avant le RNH, qui maintenant s'appelle l'ITS. C'est un régime qui dure 10 ans et qui permet en fait de bénéficier sur place pour son activité professionnelle d'un taux d'imposition forfaitaire de 20% sur ses revenus d'activité, ce qui est relativement faible, notamment par rapport au barème d'impôt sur le revenu sur place et surtout de bénéficier d'une exonération d'impôt au Portugal sur tous les revenus de sources étrangères. Donc ça veut dire que quand on est dans le cadre de ce régime, si on est résident portugais et qu'on touche des dividendes depuis une holding française ou des intérêts depuis la France, eh bien on va avoir une petite retenue à la source en France et aucun impôt au Portugal sur ces revenus. Donc c'est quelque chose qui est assez avantageux. Pour en bénéficier, bah, il faut travailler dans certains secteurs d'activité spécifiques et il y a certains critères à respecter du point de vue de la résidence. Ça ne concerne plus aujourd'hui les retraités, donc ça concerne surtout les actifs qui veulent avoir une activité professionnelle au Portugal dans un cadre fiscal favorable. Et le deuxième point qui attire beaucoup de personnes au Portugal, c'est la fiscalité très favorable que propose le pays sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire que si on n'est pas professionnel, en gros, on a une exonération totale sur l'impôt sur les plus-values sur les crypto-monnaies. Alors, de manière générale, quand on s'expatrie, le piège principal à éviter, c'est celui de qu'est-ce qui définit sa résidence fiscale. Parce que c'est pas parce qu'on va vivre dans un pays, c'est pas parce qu'on va vivre au Portugal, qu'on va vivre en Italie, que la France va arrêter de vous demander des comptes. La France, pour déterminer votre résidence fiscale, elle va regarder différents critères. La première chose qu'on va regarder, c'est où est votre foyer, ce qu'on appelle votre foyer d'habitation permanent. Un foyer d'habitation permanent, ça peut être simplement un pied-à-terre. Donc si on part au Portugal, si on part en Italie, mais qu'on garde un pied-à-terre en France dans lequel on peut aller régulièrement, bah, l'État français va pouvoir considérer que vous avez toujours un foyer d'habitation. Donc on va regarder d'autres critères plus complexes pour déterminer votre résidence fiscale, notamment le centre de vos intérêts vitaux, d'où proviennent vos revenus, où est situé votre patrimoine, etc. Donc généralement, quand on s'expatrie, la première chose qu'on conseille, c'est de ne pas conserver de pied-à-terre en France. Si on a un pied-à-terre simplement dans son pays de résidence, bah, de fait, on va être considéré comme résident fiscal du pays dans lequel on s'expatrie. L'autre point, c'est que c'est pas parce qu'on s'expatrie dans un pays où il n'y a pas de droit de succession que on ne va pas être redevable de droit de succession. Typiquement, au Portugal, il n'y a pas d'impôt sur les successions. Pour autant, si vous êtes résident fiscal portugais, mais que vos héritiers sont en France, eh bien vos héritiers seront taxés sur l'ensemble de votre patrimoine mondial en France au droit de succession, comme si vous étiez résident fiscal français. Si vous êtes résident au Portugal ou dans un autre pays ou dans lequel il n'y a pas de droit de succession, mais que vos héritiers ne sont plus non plus en France, ils sont dans un autre pays où également il n'y a pas de droit de succession, mais que vous conservez du patrimoine en France, des biens immobiliers, des comptes bancaires, des assurances vie, eh bien, ce patrimoine situé en France sera taxé au droit de succession en France, même si vous et vos héritiers n'y sont pas. Donc, quand on s'expatrie, ben, il faut s'assurer déjà qu'on soit bien résident fiscal du point de vue de la France, du pays dans lequel on va. Et si c'est pour des aspects successoraux, bah, ça n'empêche pas d'anticiper les choses et d'organiser sa succession au regard du droit français, parce que c'est pas parce qu'on part qu'on n'est plus imposé. De manière générale, il faut avoir en tête que la France ne vous oublie jamais.
elle va garder la main sur un certain nombre de choses. Donc, quand vous partez à l'étranger, quand on garde des placements en France, donc bah, voilà, PEA, assurance vie, compte titres, etc., il va toujours y avoir une retenue à la source en France sur les intérêts qu'on perçoit. Donc, si vous percevez des dividendes ou des intérêts depuis la France va retenir une retenue à la source de 12,8% sur ses revenus. Dans un second temps, ces revenus, ils vont être imposés ou non dans votre pays de résidence, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, vous aurez payé à la France 12,8%. Quand on s'expatrie mais qu'on garde des biens immobiliers en France, que ce soit une résidence secondaire ou des biens locatifs, eh bien ces biens sont toujours imposés en France, que ce soit sur les taxes, que ce soit sur les loyers perçus, que ce soit à l'impôt sur la fortune immobilière, ou que ce soit sur l'impôt sur les plus-values quand on vend un bien. Ensuite, il y a des lois qui peuvent être un peu plus embêtantes, qui peuvent vous impacter même si vous êtes à l'étranger. Donc, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la loi Sapin 2, qui est une loi qui permet à l'État français de bloquer les retraits sur des contrats d'assurance vie en cas de crise systémique. Donc, c'est pour éviter des catastrophes en cascade, mais concrètement, l'État français peut vous empêcher de retirer votre argent pendant un certain nombre de mois renouvelable. Donc ça, si vous êtes non résident mais que vous avez des assurances vie en France, eh bien ça s'appliquera à ces placements. De même, on parle beaucoup de mettre en place un impôt sur la fortune improductive, donc un impôt qui taxerait les comptes bancaires, les livrets, les fonds euros d'assurance vie, etc. Mais hein, si la France met en place cet impôt, que vous partez au Portugal ou en Italie, mais que vous conservez des placements en France, bah, ces placements en France, ils seront imposés à cette taxe, même si vous n'êtes pas résident fiscal français. Alors que si vous délocalisez votre patrimoine au Luxembourg, par exemple, bah, vous échappez à ces contraintes, loi Sympa 2, taxation de l'épargne. Voilà, donc avoir en tête que garder du patrimoine en France, c'est garder un lien avec la France sur des impôts potentiels et des contraintes éventuelles. Alors, quand on s'expatrie, en général, on recherche, on va avoir différents types d'objectifs. On va vouloir faire croître un capital, générer des revenus complémentaires avec une fiscalité favorable, tout en gardant une certaine flexibilité parce qu'on s'expatrie aujourd'hui en Italie, au Portugal, mais on peut vouloir changer de pays, on peut vouloir rentrer en France. Donc, pour répondre à ces objectifs, généralement, en termes de placement, on a deux types de stratégies complémentaires qui peuvent se mettre en place. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur celle qui me paraît la plus pertinente dans le cas d'une expatriation. Donc, d'abord, en termes de placement, on peut avoir ce qu'on appelle des stratégies de distribution. Ou quand on veut percevoir des gens qui veulent percevoir des revenus complémentaires, qui veulent percevoir des revenus réguliers, on va faire des placements dans des solutions qui vont générer un revenu régulier. Donc des revenus réguliers, ça peut être un loyer pour un bien immobilier, ça peut être des intérêts sur des obligations, des dividendes sur des actions. L'idée, c'est qu'on place son argent dans quelque chose et qu'on a tous les mois ou tous les trimestres un intérêt qui tombe sur son compte. C'est la stratégie qui est souvent la plus sécurisante d'un point de vue psychologique. C'est celle vers laquelle on va vouloir aller, mais c'est souvent celle la moins efficace d'un point de vue rendement net en poche après fiscalité, parce que sur ces stratégies, dès qu'on perçoit des intérêts, on a une imposition, que ce soit en retenue à la source en France, que ce soit dans votre pays de résidence, et cette imposition, elle va venir amputer votre rendement. Donc c'est une stratégie qui est sécurisante, mais pas très efficace. À l'inverse, on peut adopter des stratégies de capitalisation, et c'est ce qui est plutôt recommandé. L'idée, ça va être de placer un capital qui va croître, qui va fructifier dans le temps, et sur lequel, si on a besoin de revenus complémentaires, bah, on va faire des retraits réguliers. Donc on place un capital, ça augmente, mais on dit bah, tous les mois, je retire 1000, 2000, 5000, 10 000 euros. Donc c'est un moyen qui fait qu'on a quand même des revenus parce qu'on retire sur son capital, mais c'est un moyen qui va être plus flexible, moins fiscalisé et qui va permettre d'avoir un revenu en poche net. Donc, quand on parle de stratégie de capitalisation, en gros, on parle de placement dans des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation. Donc, pour illustrer ça, je vous mets là à l'écran un exemple avec quelqu'un qui aurait un capital d'1 million d'euros placé. Donc à gauche, c'est quelqu'un qui opte pour une stratégie de distribution. Il a un capital d'1 million d'euros
qu'il place sur des solutions qui rapportent un rendement annuel de 4%. Donc 4% d'un million, ça veut dire qu'on a 40 000 euros d'intérêt qui tombent sur son compte tous les ans. Dans le cas d'une stratégie de distribution, bah, ces revenus, ils vont subir une fiscalité. Si on est dans un système type Portugal, ITS, RNH, on va être imposé à 12,8%, ce qui n'est pas beaucoup sur ces revenus. Si on n'est pas dans ces régimes de faveur, on va être imposé autour de 28%. Donc ça fait que dans des stratégies de distribution, le rendement de 4% brut, en net en poche, il va se transformer soit en un rendement de 3,50, soit en un rendement de 2,88. Donc les 40 000 euros qu'on touche brut, eh bien, ça va devenir ou 34 000 ou 28 000 euros de revenus après impôt. Donc on a un frottement fiscal assez fort et un net en poche qui est diminué. Sur le tableau de droite, je vous fais le même exemple, mais illustré avec une stratégie de capitalisation. Donc, on place en gros 1 million d'euros sur un contrat d'assurance vie. Ce million d'euros, il va travailler à 4% par an de la même manière. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est que tous les ans, on va faire un retrait de 40 000 euros sur ce contrat pour générer un revenu. Là, la fiscalité sur ces 40 000 euros qu'on retire, elle va être beaucoup plus avantageuse puisqu'on va avoir un frottement fiscal entre 0,5 et 1% selon la date d'ouverture de l'assurance vie. Ce qui fait que en net en poche, on va vraiment avoir quasiment 4% de rendement net après fiscalité. Donc le choix de la stratégie, placement qui génère des intérêts fiscalisés tous les ans ou placement qui capitalise sur lequel je fais des retraits, bah, ça a un impact réel sur ce qu'on a en poche sur un revenu complémentaire. Une autre manière d'illustrer ça, c'est si on veut pas de revenus complémentaires, mais si simplement on place un capital dans la durée et puis on regarde ce que ça donne dans 20 ans. Bah là, donc sur mon exemple, on place 1 million d'euros pendant 20 ans sur une solution qui rapporte 4%. À gauche, c'est des stratégies de distribution, donc ça rapporte 4% tous les ans, on a 4% qui tombent sur son compte. À droite, ça capitalise. Dans 20 ans, un capital d'1 million d'euros placé sur une stratégie de distribution, ça devient 1 764 000 euros. Alors que ce même capital placé sur une stratégie de capitalisation au même rendement, bah, ça devient plus de 2 millions d'euros. Donc en 20 ans, on a un différentiel de patrimoine de l'ordre de 260 000 euros en faveur des stratégies de capitalisation. Donc généralement, quand on s'expatrie, ce qu'on va mettre en place, c'est une enveloppe de placement principale qui va être plutôt sur une stratégie de capitalisation. Au sein de cette enveloppe, on va placer l'argent en articulant autour de trois briques en fonction de ce que recherche la personne. Donc une brique qui va plutôt chercher une protection du capital, une brique qui va plutôt chercher un rendement régulier, une brique qui va plutôt favoriser la croissance dans le temps. Et pour chacune de ces briques, on va faire une allocation internationale diversifiée évolutive. L'enveloppe de placement qui est recommandée dans le cadre d'une expatriation et qu'on utilise souvent, c'est les contrats de droit luxembourgeois, que ce soit contrat d'assurance vie ou contrat de capitalisation. Mais l'idée, par rapport à tout ce que j'ai expliqué au début, c'est de couper au maximum les liens avec la France, et plutôt de conserver des placements en France, bah, de le placer au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un pays qui offre la meilleure sécurité juridique sur votre argent en Europe, avec un triangle de sécurité, avec une créance privilégiée sur les autres débiteurs. Et c'est surtout un pays qui a une neutralité fiscale. C'est-à-dire quand on place de l'argent au Luxembourg, le Luxembourg n'applique aucune fiscalité sur les intérêts, les plus-values, l'argent que vous pouvez y placer. La seule fiscalité que vous avez, c'est la fiscalité de votre pays de résidence. Donc, si vous habitez au Portugal, vous êtes fiscalisé selon les règles portugaises, en Italie, selon l'Italie. Demain, vous partez aux États-Unis, bah, c'est la règle américaine qui s'applique. Et tant qu'on est en France ou si on revient en France, bah, le contrat d'assurance vie fonctionne d'un point de vue fiscal et avantage exactement de la même manière qu'un contrat français. Donc ça permet de garder tous les avantages d'un contrat d'assurance vie. Dans tous les pays, généralement, l'assurance vie, il y a une fiscalité assez avantageuse. C'est le cas au Portugal. Il y a une fiscalité très avantageuse sur quand on fait des retraits après 8 ans. Voilà, on a délocalisé son argent. On est dans un cadre fiscal avantageux.
qui permet de préserver également une transmission favorable si on a des héritiers en France, puisque quand on transmet du capital par l'assurance vie, c'est nettement moins imposé qu'au barème des droits de succession classiques. Et surtout, dans ce type d'enveloppe, on a une flexibilité de gestion très importante. On peut faire tout ce qu'on veut en matière de placement. On peut investir sur des fonds, sur des actions, sur des choses très prudentes, sur du private equity, sur des fonds alternatifs. Donc voilà, l'enveloppe qu'on privilégie dans une expatriation, c'est contrat d'assurance vie ou contrat de capitalisation de droit luxembourgeois pour la sécurité, pour la flexibilité, pour la neutralité fiscale, pour maintenir les avantages qu'on peut avoir en matière de succession si on a des héritiers en France, pour la fiscalité sur les retraits et pour la flexibilité de gestion. Ensuite, quand on a ouvert ce contrat, mais l'argent qu'on place à l'intérieur, comme je le disais tout à l'heure, on va le répartir dans différentes briques. Donc, sur les aspects plutôt protection du capital, on va privilégier ce qu'on appelle des fonds de dette, des fonds obligataires, des fonds de gestion alternative à risque faible, des placements de diversification, par exemple investissement en forêt ou sur des actifs tangibles. Quand on va chercher du rendement, bien on peut privilégier des placements avec des sous-jacents immobiliers comme des SCPI internationales, des foncières cotées. On peut investir dans des fonds de dette privés qui vont générer des intérêts réguliers, mais ces intérêts restant dans une enveloppe qui fait qu'ils ne sont pas fiscalisés tant qu'on ne les retire pas. On peut investir dans des actions qui distribuent des dividendes réguliers. Et pour la partie plutôt croissance du capital, eh bien, on va là aller chercher des choses plus dynamiques, comme des actions, du private equity, des stratégies de diversification. Donc l'idée, c'est vraiment au sein de l'enveloppe d'établir une allocation en fonction de votre profil de risque, de votre besoin. Donc en gros, on va regarder l'horizon de placement que vous avez, la tolérance que vous avez aux fluctuations éventuelles, la perte maximale que vous pouvez subir, est-ce que vous avez besoin que cet argent reste liquide ou est-ce qu'on peut en bloquer une partie sur 3 ans, 5 ans, 10 ans? Et surtout, on va regarder l'objectif de rendement que vous souhaitez avoir pour ce patrimoine, puisque du degré de risque que vous acceptez, bah, découle la performance cible qu'on a. Donc en matière de profil de risque, en fait, de risque à prendre, eh bien, il y a différents types de risques. Il y a le risque qu'on peut prendre par rapport à sa situation patrimoniale, ce qu'on peut se permettre par rapport à son envergure patrimoniale. Il y a le risque qu'on va vouloir prendre par rapport à son affinité personnelle, sa tolérance, et il y a le risque qu'on doit prendre pour atteindre un rendement dont on a besoin pour subvenir à un revenu complémentaire ou autre. Donc moi, mon job, c'est vraiment de vous aider à choisir la bonne enveloppe de placement, le bon assureur avec les frais qui soient euh, raisonnables et à établir au sein de l'enveloppe une allocation qui corresponde à vos objectifs de rendement. Donc, placer de l'argent selon un rendement plus ou moins fort, bah, ça a un impact réel sur le développement d'un capital dans la durée. Là, je vous mets à l'écran l'exemple d'un capital de 300 000 euros. Si on place un capital de 300 000 euros à 3% par an pendant 15 ans, bah, dans 15 ans, vous avez 467 000 euros. Si on le place à 4%, on peut se dire bah, pourquoi je m'embête à le placer à 4% plutôt qu'à 3%. Finalement, c'est qu'1% de différence. Bah, ce 1% de différence dans 15 ans, eh bien, ça fait quasiment 100 000 euros de différence en termes de valorisation de patrimoine. Donc l'idée, c'est d'optimiser le rendement et d'avoir un rendement qui soit en adéquation avec le degré de risque et les objectifs que vous pouvez avoir. Pour vous donner une idée de ce que peut donner l'évolution d'un capital selon le risque qu'on est prêt à prendre, donc là je vous mets à l'écran l'évolution d'un capital sur 10 ans placé de manière très sécuritaire. Donc on va avoir des fluctuations très faibles et une performance moyenne de l'ordre de 2,50% par an. Si on passe sur un degré de risque supérieur, on reste dans le prudent. Là, on a des fluctuations un peu plus importantes. Sur 10 ans, on a eu un rendement annualisé de l'ordre de 5,5% par an, mais avec une perte maximale à un instant T de l'ordre de 20%. Le creux, c'est l'année du Covid, en l'occurrence. Et puis plus on va sur des allocations dynamiques, plus les fluctuations sont importantes et plus les creux sont forts. Donc par exemple sur une allocation dynamique, là sur 10 ans, cette personne a eu une performance annuelle moyenne de quasiment 9%.
Voilà, donc les messages clés que je voudrais que vous reteniez de cette présentation, c'est que, un, le Portugal, ça peut représenter une opportunité pour une expatriation, mais c'est quelque chose à structurer, il y a beaucoup de choses à anticiper. Aussi des problématiques de type exit tax, dont on n'a pas parlé pour les entrepreneurs. Quand on s'expatrie, l'enveloppe de placement qu'on privilégie, c'est souvent l'assurance vie ou le contrat de capitalisation luxembourgeois. En tout cas, c'est important de couper les liens au maximum avec la France pour ne pas risquer de continuer d'être imposé en France ou d'être embêté par des lois type Sapin 2 ou impôt sur la fortune improductive. C'est des sujets qui sont complexes et il faut être bien accompagné et anticipé. Donc, les interlocuteurs pour ça, c'est l'avocat fiscaliste et moi-même, conseiller en gestion de patrimoine, pour la partie placement à proprement parler. Donc, voilà ce que je voulais vous dire essentiellement pour aujourd'hui. Moi, je me tiens à votre disposition pour des échanges plus personnalisés, faire un diagnostic patrimonial, analyser vos placements actuels et voir ce qu'on peut mettre en place comme stratégie personnalisée.